Merci de nous retrouver avec ce soir à nos côtés Dominique de Villepin. Merci d'être avec nous, Monsieur le Premier ministre. Première question, mais elle est liée directement à l'actualité, l'accélération des événements en Ukraine. L'Occident renforce les capacités d'armement et de frappe de l'Ukraine. Poutine menace en conséquence en toile de fond de l'alternance qui se profile dans 2 mois avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui dit on va arrêter la guerre et on va négocier. L'Europe, la France par exemple, ont-elles raison d'essayer de tout faire pour que l'Ukraine, avant ces négociations, puisse sauver son territoire, voire en reconquérir une partie? L'enjeu est essentiel. Placer l'Ukraine en position de force avant les négociations, c'est nécessaire. Et ce que nous voyons, ce sont des préparatifs de part et d'autre, chacun montrant ses muscles, et tout cela étant parfaitement prévisible au lendemain de la décision, le revirement de la position américaine de Joe Biden, d'autoriser l'Ukraine, dans certaines conditions, à utiliser des attaques MS, des missiles de longue portée, sur le territoire russe. Ce qui est essentiel aujourd'hui pour les Européens, pour les Français, pour l'Ukraine, c'est de se préparer à ce qui vient. Et ce qui vient, c'est un changement majeur dans l'histoire du monde et des relations internationales. C'est-à-dire ? C'est une Amérique qui change complètement, du tout au tout, dans son regard sur le monde et dans son positionnement sur le monde. C'est une Amérique isolationniste, c'est une Amérique unilatéraliste, c'est une Amérique protectionniste, et c'est une Amérique qui met en avant 2 sujets qui vont bouleverser complètement le paysage, en tout cas des négociations en Ukraine, comme au Proche-Orient et ailleurs dans le monde. C'est une approche transactionnelle. On privilégie la recherche d'un deal, et c'est aussi une approche dominé par le souci de la paix, non plus par la force, comme le faisaient les néoconservateurs, en utilisant en permanence l'intervention militaire, mais c'est l'utilisation de la puissance, de la surpuissance, pour éviter justement d'avoir à recourir à l'arme militaire. Dans ces conditions, l'arrivée de Donald Trump, elle va imprimer mécaniquement un changement complet d'atmosphère et de rapport de force. Et ce qui se prépare dans les 2 prochains mois, c'est une vassalisation de tous ceux qui ne seront pas capables d'affirmer leur voix et leur rôle sur la scène internationale. Et ça vaut en particulier pour l'Europe. C'est-à-dire que si nous ne nous préparons pas d'ici 2 mois, la voix de l'Europe ne comptera pas. Nous ne serons même pas autour de la table pour les négociations. Sur l'Ukraine, par exemple, qu'est-ce que ça signifie ? Sur l'Ukraine, ça signifie que l'Ukraine sera face aux États-Unis dans un dialogue entre Donald Trump et Poutine et devra accepter in fine la décision qui sera prise. Quelle serait la manière pour l'Europe de se placer dans ce conflit et, comme vous dites, de faire valoir sa vision ? L'enjeu pour l'Europe, c'est d'être capable de peser sur les rapports de force. C'est-à-dire de se rassembler, d'abord, de s'unir, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, de s'unir sur une position commune et d'engager dès maintenant, avec l'Ukraine, une réflexion stratégique sur ce qui constitue les lignes rouges et l'intérêt vital et de l'Ukraine et de l'Europe. Car ne l'oublions pas, M. Poujadas, on l'oublie parfois, nous avons partie liée. Face à l'agression russe, c'est tout le droit international qui est ébranlé. C'est la souveraineté de l'Ukraine, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et cela nous affecte directement. C'est dire que si demain on revenait sur la souveraineté de l'Ukraine ou sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous basculerions dans un autre monde. Le monde de la force russe. Le monde de la puissance américaine, qui cherchera également à rabaisser, ou en tout cas à s'entendre dans le cadre d'une transaction avec la Russie, sachant que Donald Trump aime les hommes forts. Il aime la paix des forts. Et c'est pour ça qu'il privilégie sur la scène internationale ceux qui sont capables de constituer pour lui, d'où le fameux dialogue avec Kim Jong-un, le coréen, le nord-coréen, ceux qui sont capables de lui tenir tête et, à partir de là, de fabriquer un deal. Donc on le voit bien. Quelles sont les lignes rouges pour l'Europe en Ukraine ? Quelles sont les lignes rouges de l'Ukraine ? Est-ce qu'il est question que l'Ukraine puisse capituler ?
c'est-à-dire renoncer à sa souveraineté juridique, à la possibilité de contracter, de faire ses alliances, renoncer à son intégrité territoriale, c'est-à-dire à 20% de son territoire. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine peut éviter cela ? Je crois que l'Ukraine peut l'éviter si, tout de suite, dès maintenant, avec les Européens, on est là pour fixer cette exigence fondamentale du cahier des charges de ce que pourrait être un règlement. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose aujourd'hui que soit la capitulation, soit un gel de la situation, un cessez-le-feu qui consisterait à un gel sur la ligne de front. C'est la situation qu'on a connue en Corée du Nord et Corée du Sud. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose ? Pour vous, ce serait inacceptable, en tout cas, ce gel du front tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que c'est la seule chose qui aujourd'hui serait acceptable, sachant que ce qui est inacceptable, c'est la capitulation. Si on peut arriver, et si Donald Trump, avec des trésors de diplomatie, est capable d'inventer une paix, de tordre le bras de Vladimir Poutine, très bien. Aujourd'hui, on ne l'envisage pas. Donc, s'il y a un cessez-le-feu avec un gel, la question qui se posera, numéro 1, c'est de le garantir. Et là, on voit bien que les Européens, les Ukrainiens et les Américains, si Donald Trump est dans cet esprit, devront peser pour faire en sorte que le rapport de force avec Vladimir Poutine puisse véritablement garantir. Alors là, il y a différentes hypothèses. Je vois toutes sortes de propositions qui sont faites, envoyer des instructeurs, enfin toutes sortes de choses. Le président de la République avait évoqué l'envoi de combattants sur place ou d'instructeurs sur place également. Je pense qu'il y a aujourd'hui à prendre en compte le fait que s'il s'agit d'un cessez-le-feu qui permettra à l'Ukraine de retrouver pour un temps une vie normale, sans perdre sa souveraineté, sans perdre le bénéfice d'un combat qui a été terrible et qui a conduit à la mort de centaines de milliers d'Ukrainiens. Il est donc difficile d'imaginer que tout cela n'ait servi à rien. Donc, pour l'Ukraine, je pense qu'il pourrait être proposé par les Européens, peut-être par les Américains, que si ce cessez-le-feu n'était pas respecté, à supposer bien sûr qu'il n'y ait pas de provocation de notre part, mais dans un esprit de bonne foi, pour un nombre d'années fixé à l'avance, eh bien, nous imposerions, en quelque sorte, une position de défense du territoire ukrainien. Nous l'avions imaginé avec la Libye au début du processus, avec la résolution 1973 en 2011, donc de défense du territoire ukrainien dans le cadre d'une zone de non-survol. Il ne s'agirait pas de le faire. Il s'agirait de dire que là, il y a une ligne rouge si le territoire ukrainien est attaqué, et il s'agirait de la rendre crédible. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 2 ans ? Attendez, pardonnez-moi. De ligne rouge en ligne rouge, on a cessé de modifier les lignes rouges qu'on se fixait. Là, il ne s'agit pas d'attaquer. Il s'agit de dire le cessez-le-feu, après tant d'années terribles, ne doit pas être remis en cause unilatéralement. S'il l'était, nous considérerions alors que nous avons, en tant que garant de l'accord qui a été signé, le droit, dans une logique défensive, il ne s'agirait pas de prendre l'initiative, le droit de protéger le territoire ukrainien, parce que l'Ukraine entend elle-même respecter cet accord. Avec nos avions, avec notre flotte militaire. À déterminer les modalités, mais je crois que nous devrions peser sur le fait que nous n'accepterons pas que le cessez-le-feu soit rompu unilatéralement par la Russie dans ce cadre-là. Avec le risque d'engrenage que ça peut comporter. Monsieur Poujadas, je fais l'avocat du diable. Non, mais j'ai bien compris. Il s'agit, pour nous, de revenir à ce qui est l'essentiel et qui fait le lien entre l'actualité de ce soir sur l'Ukraine comme sur le Proche-Orient. Ce lien, c'est quoi ? Et pourquoi l'Europe doit s'organiser dans les 2 mois qui viennent ? Et pourquoi la France doit prendre la tête de cette action européenne ? Ce qui est en cause aujourd'hui dans le monde, avec l'arrivée de Donald Trump, c'est la perspective pour Donald Trump d'un monde sans règles, d'un monde sans loi, d'un monde fondé sur la puissance et les rapports de force. C'est pas le monde que nous avons voulu construire après 1945 ni après 1991. Il faut donc tout de suite poser avec nos partenaires, les Européens avec l'Ukraine,
les Européens avec les pays arabes modérés du Moyen-Orient que nous allons nous organiser pour faire respecter un certain nombre de lignes rouges et poser la nécessité de respecter les principes. J'en pose 2 pour le Proche-Orient. On va y venir au Proche-Orient, mais dernière question sur l'Ukraine Oui. d'abord. On comprend bien, ça signifie le risque de l'engagement, mais vous dites il faut être prêt à prendre ce risque pour défendre notre vision de règles internationales que nous devons poser. Alors, ça, on l'a bien compris. Mais quand vous entendez Vladimir Poutine menacer, alors c'est pas tout à fait le cas de figure que vous évoquez, mais tout appui militaire à l'Ukraine aujourd'hui, est-ce qu'on doit en avoir peur? Monsieur Poujadas, une négociation va s'engager. Dans cette négociation, il s'agirait de se fixer un point d'arrivée. Ce point d'arrivée peut être le cessez-le-feu et l'arrêt des violences. Que nous posions, nous Européens, l'Ukraine, les États-Unis comme règle, que ce cessez-le-feu doit être intégralement respecté et qu'en aucun cas il ne saurait être unilatéralement rompu. Le risque d'engrenage est relativement court, puisqu'il est clair que celui qui agresse une nouvelle fois subira alors non pas la sanction, mais la garantie que la partie d'en face s'organisera pour protéger le territoire ukrainien. Intervention militaire Pour dans le ciel. protéger le territoire ukrainien. Il s'agit de dire à l'avance que ce que nous signons, un cessez-le-feu, sera garanti. Alors, il s'agit de prévoir, et ça les diplomates savent le faire, toute une série de clauses pour faire en sorte que ce ne soit pas une décision qui soit prise par inadvertance, qui soit mûrement réfléchie, qu'il y ait un certain nombre d'éléments de précaution et de communication. Il faudra donc établir une ligne, reprendre un dialogue avec Moscou pour faire en sorte que les choses n'arrivent pas par accident à se dégrader. Mais il faut poser une règle, c'est que le respect d'un accord, le respect du droit international, c'est quelque chose de majeur. Et c'est pour cela, Monsieur Poujadas, qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui. Et nous avons, nous, dérapé en Ukraine quand nous n'avons pas compris que ce que nous faisions en Ukraine, nous devions le faire aussi au Proche-Orient. Alors venons-en. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Alors on y vient justement à Gaza. Puisque vous parlez de droit, est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous vous en félicitez? Mais M. Poujadas, ce n'est pas la question. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est pourquoi il faut sortir de ce petit jeu, est-ce que, etc., où on polarise, on chauffe les esprits et on introduit un paramètre de polémique. Non, mais la vision du droit se traduit en actes. Et bien justement. On peut condamner ou féliciter. Et pourquoi c'est incontournable, le respect du droit? En Ukraine et à Gaza et au Proche-Orient, au Liban et ailleurs. C'est parce que le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Or, nous nous retrouvons avec un Donald Trump qui, lui, ne croit pas aux règles, qui, lui, ne croit pas au droit. Et son administration, en réaction à la décision de la Cour pénale, vient d'annoncer qu'ils feront tout pour contrer les Nations Unies. Vous savez, la loi de la jungle, le retour à cet esprit du chacun pour soi sur la scène internationale, c'est catastrophique. Nous avons vu, beaucoup en ont été surpris, nous avons vu comment le monde s'organise sans nous. Cette alliance ou cet accord entre la Chine et la Russie nous a surpris. Sur votre plateau, j'avais posé la question, est-ce que si nous surenchérissons en Ukraine inconsidérément, est-ce que nous ne verrons pas certains pays du Sud global s'engager auprès de la Russie? Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? La Corée du Nord a envoyé des troupes. Donc l'impensable est possible sur la scène internationale. De la même façon, qu'est-ce qui s'est passé au sommet de Riyad? Au sommet de Riyad, le 11 novembre, il y a eu l'unité du monde arabe, arabo-musulman, avec l'Iran qui était invité. Et il y a eu
la Alors solidarité... que l'Arabie Saoudite, pardon de vous compléter, était sur le point de signer les accords d'Abraham avec Israël. Il y a eu la et solidarité de tous ces États avec l'Iran pour dénoncer toute perspective d'attaque d'Israël contre l'Iran. Et il y a eu surtout l'affirmation qu'ils ne progresseront pas dans les accords d'Abraham, qui est la grande ambition de Donald Trump de son premier mandat et qu'il veut poursuivre maintenant, tant qu'il n'y aura pas une avancée et la création d'un État palestinien. Donc, ce qui fonde notre crédibilité à nous, Européens, et je le redis, si nous ne menons pas cette bataille d'ici les 2 mois, nous serons alignés, mais nous serons aussi vassalisés dans l'ordre international, c'est-à-dire discrédités. Et donc, ce combat, comment faut-il le mener? Le respect du droit humanitaire. Il faut d'urgence ouvrir les portes de Gaza. À la presse, nous ne pouvons pas ne pas savoir ce qu'il se passe. Pensez, Monsieur Poujadas, que l'enjeu, c'est pas uniquement quelques excités qui se posent la question du drame, de la tragédie qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Amos Goldberg, professeur à l'université de Jérusalem, grand spécialiste mondial de la Shoah. Qu'est-ce qu'il dit il y a quelques mois? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne le croyais pas. Je suis obligé de constater qu'aujourd'hui, il y a un génocide à Gaza. La CPI n'a pas retenu ces mots-là. C'est pas son rôle. La CIG, la Cour internationale de justice, a indiqué, la Cour pénale n'avait pas à traiter de ce dossier, c'est la Cour internationale de justice qui a dit il y a un risque de génocide. Vous savez que la Convention sur la prévention du génocide en 1948 prévoit d'agir avant. Et il est donc essentiel que, et je ne préjuge pas, évidemment, je sais parfaitement qu'on est dans le cadre d'une guerre, ceci est rappelé par les uns et par les autres. Il y a une guerre, mais cette guerre, ne l'oublions pas, c'est une guerre contre le terrorisme. Et elle peut être sans fin. Qu'est-ce qui se passe à Gaza? À Gaza, les objectifs que se donnait Israël, M. Yoav Gallant, maintenant l'ancien ministre de la Défense, l'a annoncé, ils ont été remplis. Et le Hamas n'est plus une menace existentielle pour Israël. Donc, les objectifs ont été atteints. Pourquoi, M. Netanyahou continue à vouloir bombarder Gaza? Continue-t-il à vouloir assiéger les 400 000 qui sont aujourd'hui dans le nord du pays? À Jalalabad. 2 questions quand même, Dominique de Villepin. Est-ce que comparaison est toujours raison? Comparer l'Ukraine à Gaza, est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence fondamentale? C'est qu'Israël a été attaqué, là où l'Ukraine n'a jamais attaqué la Russie avant l'invasion. Personne n'a contesté le droit à la légitime défense. Mais ce qu'on a vu, et ce qu'a vu la justice internationale, ce qu'a vu et ce qu'a condamné toutes les autorités internationales, c'est le jeu de la disproportion. C'est-à-dire que se défendre, chercher à attaquer le Hamas, sachant que Ismaël Haniyeh, mort. Mohamed Deif, mort. Yahya Sinwar, mort. Quel est l'objectif politique que poursuit Israël à Gaza? C'est quoi? C'est la colonisation de Gaza, comme on le voit aujourd'hui en Cisjordanie, la volonté d'annexer Gaza. Quel est l'objectif politique aujourd'hui? Il n'a pas été énoncé. Il n'est pas énoncé. Et là, Benjamin Netanyahou doit répondre. Et ce n'est pas un hasard si Benjamin Netanyahou se retrouve aujourd'hui confronté aussi à un certain nombre de questions que se pose la justice israélienne. 2 dossiers judiciaires. Le premier, qu'a-t-il fait et pourquoi son entourage a cherché à manipuler un certain nombre de documents sur ce qui s'est passé le 7 octobre, sachant qu'entre la nuit du 6 et du 7 octobre, M. Netanyahou était dans le Golan. Qu'est-ce qu'a fait M. Netanyahou pour empêcher la libération des otages? Voilà un point sur lequel toute la communauté internationale se retrouve. Libérer les otages, arrêter cette tragédie humanitaire à Gaza, voilà les exigences vers lesquelles nous devrions nous tourner pour agir. Alors, la libération des otages, on ne connaît pas tout, visiblement. Des otages ont été visiblement, délibérément exécutés, de sang-froid. D'autres, visiblement, le Hamas ne savait pas où il se trouvait. Bref, on va... Non, mais je ne rentre pas dans ce débat. Je vous dis simplement qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de questions qui sont posées à M. Benjamin Netanyahou. Donc, ces critiques qui sont faites aujourd'hui et ces accusations et ces condamnations qui sont lancées ne viennent pas aujourd'hui par surprise. C'est que sur ce plan-là,
Et même si les États-Unis, on a vu la réaction de l'entourage de Trump sur la décision de la CPI, les États-Unis soutiendront évidemment Israël de tout leur poids. Vous dites que la France, l'Europe, a tout de même des marges de manœuvre. Là, je ne parle pas de l'Ukraine, mais de Gaza, en tentant d'intégrer les pays arabes, les grands pays arabes. C'est notre devoir le plus absolu. L'unité des pays arabes s'est faite le 11 novembre. Nous avons un devoir vis-à-vis de cette région. Et bien sûr, vis-à-vis du Liban, qui est aujourd'hui menacé de guerre civile, totalement déstabilisé. Et nous avons des leviers dans la main, en particulier... Quels leviers, Dominique de Villepin? Parce que les armes israéliennes, elles ne sont pas européennes, elles sont américaines quasiment à 100%, et israéliennes, bien entendu. La négociation sur le nucléaire iranien. Cette négociation, en 2003, c'est moi qui l'ai initiée avec mon partenaire allemand et mon partenaire britannique, et elle a abouti en 2015. Benjamin Netanyahou a manifestement le souhait de régler son compte à ce programme iranien. Et à la volonté de domination par la puissance de Donald Trump, Benjamin Netanyahou ajoute, lui, un autre volet qui est la domination par la force militaire. Comment va se faire cet attelage entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump? Il est essentiel qu'avant que s'installe Donald Trump, nous fixions notre ligne, que nous disions clairement ce que nous pouvons accepter et ce que nous ne pouvons pas accepter, que nous sortions de ce silence qui fait de nous des complices de ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Mais avec quel levier? Eh bien, la négociation avec l'Iran, nous pouvons lancer un certain nombre de propositions en liaison avec les pays arabes. Qu'est-ce qui nous empêche, nous Européens, nous Français, de proposer une initiative avec l'Arabie Saoudite, avec les pays de la région, pour régler la question du nucléaire iranien, pour régler la question de l'attitude de l'Iran dans le pourtour avec des actions déstabilisatrices à travers les milices? L'intérêt de l'Iran a manifestement changé au cours des derniers mois. L'Iran est aujourd'hui affaibli, l'Iran est peut-être même divisé, et l'Iran aujourd'hui a intérêt à tourner la page pour répondre aux ambitions, aux volontés de sa population, qui n'en peut plus de ce désastre économique qui est celui de l'Iran. Donc il y a une opportunité, mais une fois de plus, nous devons tenir sur la seule chose qui fait que notre ordre international, qui tient à un fil, la seule chose qui fait que cet ordre international est encore susceptible de servir de recours pour la défense d'un intérêt général, c'est les principes, le droit et, dernière clé essentielle, Monsieur Poujadas, la justice. Voyez-vous, vous me disiez quelle clé? On peut réactiver le dossier du nucléaire iranien à travers des propositions faites avec nos partenaires arabes. On peut avancer collectivement, nous l'Union européenne, pour envoyer un message très clair au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Nous allons reconnaître collectivement, en liaison avec nos partenaires arabes, l'État palestinien. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça translate ce dossier aujourd'hui, qui est un dossier qui donne lieu à une tragédie humanitaire et militaire. Nous le transformons en un dossier politique. Et c'est ce qu'il faut faire, sachant que la dérive de cette région vers le religieux, vers une bataille entre religieux, les ultra-orthodoxes, les ultra-messianistes israéliens et le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Il faut sortir de cette logique mortifère de la radicalité religieuse. Et c'est là où nous avons une responsabilité, parce que nous pouvons, nous, réintroduire le droit et la politique pour trouver des solutions. C'est le combat que nous devons mener. Regardez le rôle qu'a joué le général de Gaulle en 1967. Le général de Gaulle, il avait tout prévu. Cet engrenage, ce cercle vicieux de l'occupation, de la répression, tout cela était prévu. La guerre contre le terrorisme, ça fait 25 ans que nous savons qu'elle conduit en permanence à l'escalade et au chaos. Israël ne peut pas avoir raison seul dans cette région. Israël, qui a la puissance nucléaire, sachant que l'Iran est à la veille, sur le seuil de devenir un État nucléaire, ne peut pas se comporter dans une seule logique de force et de puissance, sans quoi la logique de prolifération va se développer, et vous verrez l'Arabie Saoudite se doter de l'arme nucléaire. Alors là, oui, là, tout changera dans cette région. Mais prenons en compte l'arrivée de Donald Trump qui change tout.
Moi, je ne veux pas d'une France minuscule, réduite aux acquets. Je ne veux pas d'une Europe qui ne sache faire qu'une chose, c'est se mettre au garde à vous devant une Amérique qui aujourd'hui ne respecte plus l'idéal et la tradition qui était celle des États-Unis. Moi, je veux être fier de mon pays. Et je crois qu'il faut à la fois la fierté, la dignité et le respect des règles. C'est ça qui fait notre expérience d'Européens, avec toujours cette capacité, cette insatisfaction créatrice, qui fait que, en permanence, nous sommes capables de tirer les leçons du passé. Je ne prétends pas avoir raison de tout, mais je prétends essayer à chaque fois de tirer les leçons de ce qui se passe pour améliorer la réponse qui pourrait être celle de la France. Merci beaucoup. Merci à vous. Dominique de Villepin, voilà. Merci. Un message, une voie que vous proposez pour les 2 mois à venir. Il est temps, il faut se dépêcher. C'est ce que vous nous dites et vous proposez cette voie. Merci beaucoup. Il est minuit moins le quart. Voilà, d'avoir répondu à nos questions.